En voulant restituer l'humanité des Noirs, c'est l'humanité de tous que je restitue. Et quand on restitue l'humanité des musulmans, c'est l'humanité de tous qu'on restitue. Quand on restitue l'humanité des Africains, c'est l'humanité de tous qu'on restitue. Parce que quand quelqu'un est rabaissé, torturé ou considéré comme moins que rien, c'est tous qui nous trouvons rabaissés, torturés ou considérés comme moins que rien. Puisque notre vie est en faisceau et en conférence, nos vies sont en conférence les unes avec les autres. Bonjour tout le monde, merci d'être présents si nombreux. C'est réjouissant de voir autant de monde pour écouter de la philosophie alors qu'il fait si beau dehors, mais en même temps on est dans un très bel endroit. Mais vous avez raison d'être là parce que je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Nous avons l'honneur d'accueillir Aline Ben Makhlouf, professeur aujourd'hui à l'université Mohamed VI, Polytechnique, directeur du Centre d'études africaines, professeur émérite de l'université de Paris-Est Créteil, membre titulaire, alors ça je ne le savais pas, vois-tu, de l'Académie nationale de pharmacie pour ses travaux d'éthique médicale, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et je citerai parmi les dernières publications d'Ali, L'humanité des autres, qui est sorti en 2023, cette année. Pourquoi lire les philosophes arabes en 2015, La conversation comme manière de vivre en 2016. C'est juste pour vous dire que Ali Ben Makhlouf a travaillé sur un grand nombre de sujets qui vont de la philosophie analytique jusqu'à Montaigne. Alors certes, en articulant ces différentes approches, mais le panel est très large, et même en éthique médicale, puisque tu as fait aussi partie du comité de bioéthique. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses à l'issue de cette conférence à aborder, mais d'abord, on va se consacrer, ou on va se concentrer, et puis moi je rejoindrai la salle pour mieux écouter et mieux voir, sur l'autre et les autres. Donc je donne le titre de ta conférence, Ali, diversité versus altérité. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Mazarine, pour tes bons mots si bienveillants. Merci à vous, public, d'être là aujourd'hui. Je commencerai ce propos par un poème d'accueil, qui a été un poème dit par Maya Angelou, une africaine-américaine, comme on dit aujourd'hui, une très grande poétesse américaine qui est morte en 2016, je crois, 1929-2016, une femme extraordinaire, et elle avait été invitée à faire le poème d'investiture de Clinton en 1992. Et je commence par ce poème parce qu'elle parle d'hospitalité. C'est une façon d'introduire à mon propos l'attention aux autres, l'attention prêtée aux autres, et en même temps, je terminerai par la problématisation de la relation d'hospitalité après cette ouverture par le poème de Maya Angelou. Et au cours de mon propos, je parlerai de la manière qu'on a eu beaucoup d'incarcérer les gens dans des boîtes miniaturisées d'appartenance en disant monde hindou, monde bouddhiste, monde musulman, monde occidental. Je dénoncerai cette incarcération civilisationnelle avant précisément de me consacrer, comme je vous le disais, à cette question de la relation d'hospitalité. Alors c'est un très long poème, j'ai sélectionné des passages. Ça s'appelle le rocher, la rivière et l'arbre. The rock, the river and the tree. Un rocher, une rivière, un arbre. Aujourd'hui, le rocher nous crie clairement avec force. Venez, vous pouvez vous tenir sur mon dos et affronter votre destin lointain. De l'autre côté du mur du monde, une rivière chante une belle chanson. Elle dit « Viens, repose ici à mes côtés.
Chacun d'entre vous est un pays frontalier. La rivière a chanté et continue de chanter. Il y a un vrai désir de répondre aux fleuves chantants et aux rochers sages. C'est ce que disent l'asiatique, l'hispanique, le juif, l'africain, l'amérindien, le sioux, le catholique, le musulman, le français, le grec, l'irlandais, le rabbin, le prêtre, le cheikh, le gay, l'hétéro, le prêcheur, le privilégié, le sans-abri, l'enseignant. Ils entendent tous la parole de l'arbre. Ils entendent le premier et le dernier de chaque arbre parler à l'humanité aujourd'hui. Viens à moi, ici, près de la rivière. Plantez-vous à côté de la rivière. Je suis cet arbre planté au bord de la rivière qui ne sera pas déplacé. Moi, le rocher, moi, le fleuve, moi, l'arbre, je suis à vous. Vos passages ont été payés. You have already paid for. Levez vos visages. Vous avez un besoin impérieux de ce matin lumineux qui se lève pour vous. Levez les yeux sur ce jour qui se lève pour toi. Redonnez naissance au rêve, femme, enfant, homme, prenez-le dans la paume de vos mains, mettez-le dans la forme de votre besoin, sculptez-le dans l'image de votre personne la plus publique, élevez vos cœurs pour un nouveau départ, ne soyez pas mariés pour toujours à la peur, à la brutalité. L'horizon se penche vers l'avant, vous offrant l'espace nécessaire pour faire de nouveaux départs vers le changement. Ici, sur le pouls de cette belle journée, vous pouvez avoir le courage de regarder vers le haut, vers l'extérieur et vers moi, le rocher, la rivière, l'arbre, ton pays. Vous pouvez avoir la grâce de regarder vers le haut et vers l'extérieur, et dans les yeux de votre sœur, et dans le visage de votre frère, votre pays, le visage de ton frère, ton pays, et de dire simplement, très simplement, avec espoir, bonjour. Ça, c'était le poème de Maya Angelou, Investiture de Clinton, l'accueil, ces États-Unis qui accueillent tout le monde. Et on n'a pas à demander aux gens les raisons qui font qu'ils se déplacent. On a à les accueillir en les énumérant et en leur faisant pas la leçon pour leur soumettre à l'explication de se dire pourquoi ils sont venus, d'où l'importance de l'énumération, que Montaigne, dont je vais beaucoup parler ici, utilise jusqu'au vertige. Il énumère les coutumes sans jamais les justifier, mais en disant que chaque pays suit une coutume et que la règle des règles, c'est son expression, c'est d'avoir une règle. Il m'est arrivé, c'est L'humanité des autres, c'est le second livre que j'écris sur Montaigne. J'ai vu qu'il était au stand ici, mais j'avais écrit un premier livre en 2008 sur Montaigne. Et à cette occasion, on m'avait invité au château de Montaigne, pas loin d'ici. Et là encore, c'est une histoire d'hospitalité que j'ai envie de vous dire, parce qu'il faisait très froid, et la châtelaine de l'époque, c'était en 2011, avait demandé que si elle pouvait assister à des conférences que je faisais, qui avaient été enregistrées pour France Culture sur Montaigne. Et je voyais une dame qui venait régulièrement nourrir le feu. Et bon, je lui trouvais un air très semblable au mien, mais vous savez, c'est une agression de dire aux gens de quelle origine vous êtes. Ils devraient répondre toujours, mais je suis de là où je suis. Là, maintenant, devant vous, c'est de là que je suis. Donc je ne lui ai pas demandé, mais elle a prêté l'oreille à un certain moment en disant que Montaigne allait être traduit en arabe après 4 siècles d'oubli, une lacune incroyable.
Et donc, elle a entendu qu'il y avait toute une équipe qui traduisait Montaigne. Maintenant, il est traduit par un Marocain et une autre traduction est en cours par un groupe de Tunisiens. Et en quittant le château, après 3 jours d'enregistrement, je revois cette dame qui mettait le feu, qui nourrissait le feu de la cheminée. Et elle me dit, vous êtes marocain? J'ai dit oui. Elle me dit, moi aussi. Ah, j'ai dit bien, enchanté. Et elle me dit, vous partez maintenant? J'ai dit oui. Elle m'a dit, ben, la prochaine fois, venez manger un couscous. Ici, je suis la gardienne du château. Et je voulais intituler un chapitre de mon ouvrage un couscous chez Montaigne, mais je ne l'ai pas encore mangé, ce couscous chez Montaigne. Ça viendra peut-être un jour. Bien. Montaigne est à la fois contemporain des premiers textes de ce qu'on a appelé un humanisme étriqué, c'est l'expression de Lévi-Strauss. Un humanisme étriqué s'oppose à l'humanisme à la mesure du monde. Un humanisme étriqué, c'est un humanisme qui dit « nous avons inventé la liberté, la critique, la démocratie et les autres, on va la leur enseigner ». C'est ça l'humanisme étriqué. Et il a été contemporain de des textes sur cet humanisme étriqué, comme celui de Pic de la Mirandole, qui en 1485, dans De la dignité humaine, dit que l'homme a la centralité entre les deux règnes divin et animal. Et bien sûr, c'est cette centralité que Montaigne récuse complètement. Ce qui s'est passé entre 1485 et 1580, où écrit Montaigne, presque un siècle, disons un siècle, c'est les colonisations de l'Amérique, la manière dont le colonisateur a fait preuve de son ensauvagement. Et cet ensauvagement du colonisateur, Montaigne, il le prend en compte pour critiquer justement cet humanisme missionnaire d'aller évangéliser les autres, d'aller détruire les autres, d'aller les déposséder de leurs terres, comme l'ont fait les rois espagnols et portugais au Mexique et au Brésil. La France a essayé entre 1550 et 1561 ce qu'on appelait la France antarctique, mais elle a exporté là-bas les conflits entre catholiques et huguenots, et ils se sont entretués entre eux, et n'ont pas colonisé le Brésil, et les Portugais sont venus pour leur dire « nous savons faire ». Donc, Montaigne est bien sûr critique de cette centralité de l'homme. Il appelle ça la royauté imaginaire. L'homme avec sa grande liberté libre, la volonté libre, c'est ce que disait Pic la Mirandole. L'homme, Dieu a créé l'homme avec une volonté libre pour se donner à lui-même sa propre image. Comme c'est extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire, parce que attribuer à l'homme une libre volonté, c'est lui donner une absolutisation de son moi, qui le met tout de suite en rivalité avec les autres. Plus vous absolutisez le je, le moi, plus vous entrez en rivalité avec les autres, parce que les autres, c'est ce qui n'est pas vous, vous qui êtes l'absolu. L'autre est nécessairement relatif, l'autre est objectivé, l'autre est réifié. Sartre a beaucoup écrit sur la réification et l'objectivation de l'autre. Montaigne a bien perçu tous ces dangers-là. Il n'y a pas d'absolu moi, il n'y a pas de libre volonté dominatrice, il n'y a pas de, je reprends son terme, de royauté imaginaire. C'est pourquoi j'ai intitulé ce propos « Les autres et non pas l'autre », la diversité et non pas l'altérité, non pas l'autre avec petit a, avec grand a. Non, les autres, comme dit si bien Maya Angelou, le juif, l'Africain, l'Indien, le cher, le prêtre, l'hétéro, etc. Il faut énumérer les autres, et Montaigne énumère le destin des Amérindiens massacrés, le destin des Turcs qui sont en Europe centrale, le destin des Africains. Il parle d'un roi marocain qui a sauvé la monarchie marocaine, Abdelmalik Saadien, célèbre pour la bataille des Trois Rois, où 3 rois sont morts ce jour-là, vous le savez, en 1578, dans le nord du Maroc. Donc les autres, et quand on dit les autres et non pas l'autre, on ne situe pas l'autre dans une opposition à soi, on situe l'autre comme autre que soi. La différence, vous l'entendez soit comme une opposition, l'autre n'est pas moi, waouh,
c'est la guerre à l'horizon. Ou bien l'autre est autre que moi. Ah, alors je vais lui prêter attention. Et donc, plutôt que de parler de libre volonté, parlons d'attention et de considération. Une grande philosophe, Iris Murdoch, et une grande philosophe française, Simone Veil, pas la femme politique de la fin du dernier siècle, mais Simone Veil, qui est morte en 1943, une femme remarquable, qui a pris une disponibilité une fois agrégée de philosophie pour aller vivre en usine, pour parler des ouvrières, pas de l'ouvrier en général, des ouvrières, et dont elle a relaté la condition en disant que le travail à la chaîne ne leur permettait pas d'avoir même le déroulement d'une micro-pensée. Alors l'attention aux autres, c'est ce que je vois moi pleinement chez Montaigne. Le pluriel permet complètement de déjouer l'opposition du même et de l'autre, et la conscience n'est plus cette conscience constituante d'un moi souverain. Elle est toujours constituée historiquement, ce n'est pas une conscience constituante, elle ne constitue pas son objet, elle est toujours constituée, elle est une voix, un masque, comme le dit l'étymologie latine du mot persona, elle est une voix et une conscience, une voix qui s'indigne et un masque pour éviter d'être démasqué quand vous êtes réfugié et vous sautez dans l'eau au risque d'être mort parce qu'un policier vous suit. Ça, c'est la conscience. Quand les Huguenots du temps de Montaigne devaient décliner leur identité religieuse, et Montaigne décrit un très joli passage où il dit qu'ils tremblent de tout leur corps. Montaigne nous parle des autres, je disais, des Huguenots, des Amérindiens, des Turcs, des Africains. Il est à l'écoute de leurs témoignages et il ne supporte pas cette idée qui consiste à dire les Amérindiens n'ont pas le métal, n'ont pas l'alphabet, n'ont pas la pensée abstraite, n'ont pas le vin, n'ont pas... Que fait-on de ces privations-là? En philosophie, on a appris dans le livre des catégories d'Aristote qu'une privation, on est privé de quelque chose qu'on devrait avoir. Par exemple, une personne qui ne voit pas, eh bien, la cécité est une privation. Eh bien, chez Montaigne, les privations sont positives. S'ils n'ont pas toutes ces choses que une autre civilisation pense devoir être universelle, c'est qu'ils ont autre chose, mais qu'on ne voit pas. On les dit cannibales, mais c'est dans un rite guerrier de manger le corps défunt de l'ennemi abattu, mais certainement pas cannibales au sens où ils mangeraient les gens vivants. D'ailleurs, ils sont végétariens, dit Montaigne. Et la chanson du prisonnier qui est racontée dans les essais chez les Amérindiens est une chanson qui montre l'impasse même du cannibalisme, on ne le dit pas assez, où la chanson du prisonnier, c'est un prisonnier qui dit donc à son ennemi, mangez-moi, puisqu'en me mangeant, vous allez manger les entrailles de vos ancêtres que j'ai moi-même mangés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue de ce côté-là. Mais tout ça, c'est Montaigne, précisément. Aucune culture ne peut se prétendre étalon d'une autre culture. Je me permets de citer un philosophe du 19e siècle qui a beaucoup lu Montaigne, un philosophe américain, Ralph Waldo Emerson. Il dit ceci: dans notre embarras à définir ce qu'est une civilisation, nous essayons de le faire en général par des négations. Nous qualifions de barbare une nation qui ignore les habits, le métal, l'alphabet, les arts de la paix et la pensée abstraite. Et quand elles ont inventé ou importé bien des choses, comme l'ont fait les nations turques et mauresques, il y a souvent quelques complaisances à les dire civilisées. Comme le dit si bien Montesquieu, comment peut-on être persan? Eh bien, quand on réfléchit sur ces privations, c'est important.
Je pense à Norbert Elias qui a été au Ghana et qui, c'était un de ses terrains en tant qu'anthropologue. Il disait, ah mais j'ai été dans un village, je ne sais pas comment ils font, ils n'ont pas l'électricité, mais peut-être essayer de voir ce qu'ils ont plutôt que ce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui encore, vous savez que 50% d'Africains n'ont pas l'électricité, alors qu'un simple fleuve comme le Congo pourrait électrifier toute l'Afrique. Je ne vais pas aller dans ce sens. Je vais rester précisément dans cette idée que nous avons besoin d'enquêtes anthropologiques. Elles ont été menées par des gens inattendus. Un prix Nobel d'économie, Amartya Sen, en 1998. Il a gagné le prix Nobel. Et Amartya Sen a dit, mais cessons de penser que la civilisation occidentale est la seule à avoir inventé la liberté, la réflexion qui repose sur la critique. Je le lis dans l'expérience de l'Orient que j'ai connue tout au long de ma vie. Amartya Sen, c'est un philosophe qui est né en 1934 et qui est indien, il vit aux États-Unis. Dans l'expérience de l'Orient que j'ai connue tout au long de ma vie, de la Turquie et de l'Iran jusqu'en Inde et au Pakistan, j'ai trouvé des gens tout aussi passionnés par la liberté que n'importe quel Tchèque, Roumain, Allemand, Hongrois ou Polonais. La promotion de la liberté n'est pas le patrimoine d'une civilisation particulière. Les traditions occidentales ne sont pas les seules à avoir préparé les mentalités à une approche des problèmes sociaux fondés sur les libertés. Quand vous lisez Nelson Mandela qui dit que dans son village enfant, il y avait toujours de la discussion pour arriver à un consensus, quand vous lisez Wole Soyinka, 1986, prix Nobel de littérature, 1986, qui dit qu'il a toujours été habitué au débat, au living theater, au théâtre vivant précisément, vous comprenez qu'effectivement la liberté est partagée. Je ne parlerai pas non plus ici des révolutions de 2011, du vent de liberté qui a soufflé dans les pays arabes. Partout, les gens sont passionnés de liberté. Il n'y a pas une tradition qui dit ils sont faits pour être sous l'autorité. On a dit que le confucianisme faisait que les Chinois étaient sous l'autorité. On a dit que l'islam, c'était de soumettre. Eh bien, tout cela, c'est des enflures, des préjugés, des entendements mal composés, des faux jugements que Montaigne dénonce avec ses mots et les gens de son temps. J'ai abordé déjà le deuxième moment sur l'incarcération civilisationnelle. C'est une expression d'Amartya Sen. L'incarcération civilisationnelle, c'est justement de mettre des gens dans des boîtes miniaturisées. Je le cite, « Lorsqu'on définit les individus en fonction de leur appartenance au monde islamique, au monde occidental, au monde hindou, au monde bouddhiste, la faculté de division de cette classification est implicitement utilisée pour mettre les gens dans des catégories exclusives et rigides. Voilà, vous êtes cela, vous ne pouvez pas être autre chose. Permettez-moi une anecdote d'une amie de ma mère qui, dans un avion un jour, a fait descendre la tablette, a mis un foulard, a fait sa prière. Elle nous l'a raconté, on a beaucoup ri. Et puis, il y avait quelqu'un à côté d'elle qui était français et il la voit faire. Et après, une fois qu'elle a rangé sa tablette, qu'elle a enlevé son foulard, elle dit à l'hôtesse, « Un double whisky, s'il vous plaît. » Alors le Français lui a dit « Madame, excusez-moi, je vous ai vu mettre le foulard et prier, et là vous allez avaler un double whisky. » Alors elle nous dit qu'elle a regardé avec intensité et elle a dit « La prière, c'est pour Dieu, le whisky, c'est pour moi. » Et les appartenances multiples, c'est cela. Et on oublie justement ce nuancier de la pratique religieuse. Amartya Sen dit on peut être fervent, pratiquant, musulman et être un démocrate modéré.
fervent pratiquant musulman et un modéré démocrate. Ma mère et mon père ont été 24 fois à la Mecque. Ma mère prenait son petit verre après la dernière prière. Peut-on entendre cela aujourd'hui? Je ne sais pas. Alors, à mettre en avant la diversité, comme le fait Montaigne, non pas l'autre fantasmé, mais la diversité des gens, et dans les gens, dans chaque catégorie, non pas un monde musulman, mais des nuances, eh bien, on peut dire, mais on va perdre peut-être un genre, le genre humain, l'unité du genre humain. Pas du tout, pas du tout. Montaigne, on lui a prêté un relativisme, c'est pas du tout le cas. Il critique le genre commun de la définition, mais il ne critique pas le genre humain. Permettez-moi de le citer. Les hommes sont tous d'une espèce, et sauf le plus ou le moins, se trouvent garnis de pareils outils et instruments pour concevoir et juger. Nous avons tous ce bon sens qui consiste à concevoir et juger. Et vous savez, cette phrase que j'ai lue, elle sera paraphrasée par Descartes au début du discours de la méthode, où il dit le bon sens, c'est concevoir et juger. Il a tout pompé dans Montaigne. C'est pas bien grave, mais c'est déjà dans Montaigne. Le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Concevoir et juger, ça appartient à toute l'humanité. Toute l'humanité conçoit et juge. Et quand Montaigne dit dans ce contrat de Dieu que sont en train de faire les Espagnols dépêchés par le roi de Castille auprès des Mexicains en leur disant « Votre terre, notre roi nous dit que votre terre nous appartient », dit « Votre roi, mais il doit être bien indigent pour chercher quelque chose d'autre. C'est l'indigence qui va faire accaparer les choses. Ah oui, mais il est autorisé par notre pape, la plus grande autorité spirituelle. Ah, votre pape doit probablement chercher dissension pour donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Et ça, dit Montaigne, je le cite, entendement bien composé des Mexicains contre le faux jugement des Espagnols dépêchés par le roi de Castille, sans compter que Montaigne ajoute, on n'a eu droit qu'à des victoires mécaniques et non pas des victoires réel, puisque les rois devraient eux-mêmes se déplacer pour faire leur conquête et non pas envoyer à 12 000 kilomètres des gens se faire tuer. Entendement bien composé et faux jugement, pour les philosophes de métier, ils auront reconnu les réfutations sophistiques d'Aristote, le passage où Aristote épingle tous les faux raisonnements. Et depuis tout à l'heure, je fais de l'Aristote avec vous, sans que l'on puisse se rendre compte, puisque concevoir, c'est le traité des catégories, les 10 catégories d'Aristote, c'est la manière dont on conçoit les choses. Jugement, c'est le traité du Périherménéas, le déinterprétationné, la manière dont on relie ces catégories dans un jugement pour faire une proposition qui est vraie ou fausse. Et quand Montaigne dit les hommes sont d'une seule espèce, ils conçoivent et ils jugent selon le plus et le moins, eh bien, il est complètement imbibé des commentaires aristotéliciens qui sont précisément sa scolarité. Il est né en 1533, il écrit en 1580, et de 1533 à 1550, mon collègue aux États-Unis, George Hoffman, a fait le détail de ce qui s'enseignait en France. On enseignait les commentaires aristotéliciens qui avaient été fatigués et travaillés par les philosophes arabes, dont je suis par ailleurs spécialiste aussi. Vous voyez l'interaction entre les cultures, non pas l'influence, j'aime pas ce terme, mais les cultures sont appelées à interagir
et il en résulte des phénomènes d'acculturation de part et d'autre, de sorte que nous devons envisager un futur dans lequel s'intensifient les constructions hybrides, parce que c'est le passé qui it claims for its presence. Le passé proclame sa présence de cette façon auprès de nous quand on lit les textes. Et j'arrive à mon troisième moment que j'ai intitulé « Les zones d'exclusion et les cercles de solidarité » et une humanité mobile et la relation d'hospitalité. Je vous ai promis que j'allais revenir sur la relation d'hospitalité. Je l'ai introduite par un poème de Maya Angelou, mais maintenant je vais la problématiser un peu plus, compte tenu de mon sujet diversité et non pas altérité, non pas l'autre, mais les autres. Je voudrais évoquer avec vous une polémique qui a eu lieu entre une grande anthropologue spécialiste de la Grèce ancienne, Florence Dupont, toujours vivante, et Jacques Derrida, le philosophe. Jacques Derrida dit ceci: « Il y a un devoir d'hospitalité absolu ». Il met absolu UE, c'est-à-dire c'est l'hospitalité, c'est pas le devoir. Un devoir d'hospitalité absolu, pur ou infini à l'égard de l'autre, également absolu, inconnu, anonyme. Waouh! Mais Florence Dupont lui répond que xénos, qui donne xénophobie, comme vous savez, en grec signifie l'hôte, H-O-T-E, et non l'étranger, comme le dit Derrida. De plus, l'hôte entre dans une relation spécifique déterminée dans le temps et le lieu. Il n'y a pas d'infiniment autre, il n'y a pas d'absolutisation de l'autre ni de soi, non. Il y a toujours une relation dans un contexte déterminé de la relation d'hospitalité. Je continue Derrida. Ces mots purs et infinis qualifiant l'hospitalité traduisent l'inconditionnalité. Infini qui va avec pur marque simplement le fait que l'autre, qui n'est pas infini, est néanmoins infiniment autre. Autant dire sur la planète Mars. L'autre est irréductiblement autre. L'altérité n'est pas mesurable. L'autre est tout autre, totalement autre. D'accord. Eh bien non, lui dit Florence Dupont, dont je partage l'analyse. Il faut restituer les contextes et parler des autres et non pas de l'autre. Il n'est pas inutile de noter que Florence Dupont rétablit le contexte en parlant de la manière conjointe dont de l'hôte et de l'ennemi, et pas de l'étranger. Les deux relevant de la catégorie de l'étranger, mais il s'agit de l'hôte et de l'ennemi. Je la cite, « Il n'y a pas l'étranger d'un côté et celui qui l'accueille de l'autre, avec entre les deux cette relation potentielle d'hospitalité. L'étranger n'existe pas en soi. » C'est bien clair. Celui que nous appelons étranger est soit un hôte, soit un ennemi dans la Grèce ancienne. L'institution de l'hospitalité définit un hôte et son hôte, vous savez le double sens du mot hôte en français, celui qui accueille, celui qui reçoit. La guerre définit un ennemi et son ennemi. Je le répète, l'institution de l'hospitalité définit un hôte et son hôte, la guerre définit un ennemi et son ennemi. Quand Montaigne parle du comportement d'Épaminondas, un grand chef thébain, il est pétri de culture grecque, il dit exactement ceci. Épaminondas, dans la chaleur de la guerre, n'échauffe pas sa tête. Il essaye de faire que celui qui combat en face passe de la catégorie de l'ennemi à celui de l'autre. Et il sauve son ami qui combat de l'autre côté si par hasard il le rencontre. Il ne va pas mettre l'ennemi en premier, mais il va dire « Ah, c'est mon ami », comme il peut arriver qu'un Ukrainien reconnaisse un Russe de l'autre côté, et il va l'honorer comme ami et non pas comme ennemi. Et l'inverse tout aussi bien, un Russe avec un Ukrainien. C'est un très beau passage du livre 3, chapitre 1 des Essais de Montaigne, qui se termine par cette évocation d'une riche naturelle d'Épaminondas, qui par discipline, nature et art fait preuve d'humanité. Et dit-il, il suffit de raidir son épaule par le fusil, c'est pas la peine de raidir son courage. Il faut précisément
dans la plus grande chaleur de la guerre, mettre, dit Montaigne, le morse de la bénignité, le joug de la bénignité, le joug de la douceur. Ça s'appelle aujourd'hui, dans des termes plus contemporains, et je vais en parler, les conventions internationales, la convention de Genève de 51 et la convention de 29, déjà toujours de Genève, c'est-à-dire comment mettre de l'humanité dans la guerre. C'est quand les esprits s'échauffent qu'il faut mettre de l'humanité et en faire ce qu'on appelle aujourd'hui un droit international. Étienne Balibar, qui va nous rejoindre tout à l'heure, donne des précisions juridiques sur ce point. Il dit il n'y a pas un droit à l'hospitalité, mais un droit de l'hospitalité. Et dit-il, il faudrait pouvoir l'inscrire comme droit fondamental qui soit contraignant pour les États et dont la portée soit aussi importante que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que la Convention de Genève de 51. Et il faut bien sûr l'entendre comme un droit de solidarité. Mais le problème, c'est que ces droits de l'hospitalité et de la solidarité ne contraignent pas les États parce qu'ils ne font pas partie des droits civiques et politiques de 1966 qui ont été signés et ratifiés. Alors même que le traité de Lisbonne de 2010 rend la solidarité juridiquement contraignante, cela n'a pas empêché que des États comme la France et le Danemark puissent violer systématiquement le principe de solidarité jusqu'à l'envisager comme un délit, comme vous savez. Bon, fort heureusement, le Conseil constitutionnel a annulé le délit de solidarité quand vous prêtez soin à un migrant qui n'a pas ses papiers. Vous savez qu'il y avait un délit, vous étiez sous pénalité d'amende. Alors, il faut cesser précisément pour cette partie de l'humanité, partie mobile de l'humanité, arrêtons de la stigmatiser en disant migrants illégaux, sans papier, sans État, faux réfugiés, réfugiés climatiques, réfugiés environnementaux, réfugiés sans refuge. Si on les appelait simplement la partie mobile de l'humanité, c'est l'expression de Étienne Balibar que je reprends. Ce sont des énoncés ambulants. Est-ce qu'on les entend assez? Est-ce qu'on les écoute? Non. Et j'entends énoncer au sens de Michel Foucault, ce n'est ni des phrases ni des propositions. Il s'agit ni de grammaire ni de logique, mais de ce qui est dit ou exclu, ou rejeté, ou admis, ou présupposé. C'est ça un énoncé. Quand au Maroc, en 2011, les gens ont manifesté en disant, avec des pancartes, « Je suis un sujet, je veux être un verbe aussi ». Ça, c'est un énoncé. Ce n'est ni une phrase grammaticalement correcte ou incorrecte, ni une proposition susceptible d'être vraie ou fausse. Il y a des énoncés et il faut avancer la cause de liberté de tous. Mais vous savez, tout est fait pour décourager les réfugiés et ce qui est plus moralement inacceptable, et vous le savez comme moi, est d'inciter aux préjugés à leur égard, comme si leur condition ne suffisait pas, une condition où ils sont dans des camps de rétention, des centres de rétention. Je disais le plus inacceptable, c'est d'inciter des préjugés à leur égard, dire que de nombreuses personnes demandant la protection de l'asile sont des faux, abusant du système, instiller la croyance qu'ils sont tous malhonnêtes et qu'ils sont venus dans les pays occidentaux non seulement sans raison valable, mais aussi pour faire des choses répréhensibles, voire d'être des terroristes, des fréristes, comme j'ai entendu hier. L'une des méthodes de propagande favorites consiste à répéter sans cesse que la plupart des demandeurs d'asile, ce sont de simples migrants économiques. Il suffit de réfléchir un instant pour se rendre compte que la fuite pour des raisons économiques
peut être aussi justifiée et aussi digne de sympathie et d'aide que la fuite devant une persécution politique. Dresser l'opinion publique contre un groupe de personnes qui nous demandent de l'aide est un crime pire que de traiter ses membres injustement. Je viens de citer quelqu'un que peu de gens connaissent, Michael Damut, un grand spécialiste de Frege. Moi, je l'ai connu par les études de Frege. C'était ma première thèse en logique mathématique. L'arithmétisation, la logicisation de l'ensemble n des entiers naturels. C'est pas de ça que je vous ai parlé aujourd'hui. Et Michael Damut, il avait une double figure. Il avait cette figure d'écrire sur la philosophie analytique, comme l'a dit Mazarine tout à l'heure en m'introduisant, et de laisser son numéro à des associations qui se déplaçaient à l'aéroport de Londres pour éviter les expulsions manu militari illico presto immédiatement. Il était réveillé à 3 heures du matin et quand les policiers londoniens entendaient sa voix et entendaient le rappel des règles, eh bien ça changeait le destin de beaucoup de gens. J'en viens à ma conclusion. Le prix Nobel de littérature 1993, Toni Morrison, une Afro-américaine qui nous a quittés en 2019, qui était furieuse de l'arrivée de Trump et qui disait « J'espère, avant de mourir, le voir partir », mais elle est partie, la pauvre, avant. Et Soyi Wilinka, le Nigérian qui avait une carte verte des États-Unis, l'a déchiré en 2016 quand Trump est arrivé au pouvoir. Ce sont des actes de résistance. Toni Morrison, on lui disait « Mais vous parlez toujours des Noirs, vous ne parlez pas des Blancs ». Elle dit « Mais en voulant restituer l'humanité des Noirs, c'est l'humanité de tous que je restitue. Et quand on restitue l'humanité des musulmans, c'est l'humanité de tous qu'on restitue. Quand on restitue l'humanité des Africains, c'est l'humanité de tous qu'on restitue. Parce que quand quelqu'un est rabaissé, torturé ou considéré comme moins que rien, c'est tous qui nous trouvons rabaissés, torturés ou considérés comme moins que rien. Puisque notre vie est en faisceau et en conférence, nos vies sont en conférence les unes avec les autres, comme dit si bien Montaigne. Alors Toni Morrison, elle avait écrit un roman, Beloved. Beloved, c'est l'histoire d'une esclave qui fuit son maître avec ses enfants et qui, se sentant rattrapée, a cherché à tuer ses enfants. Par amour et commisération, et non pas par folie et colère, les Juifs, durant l'Inquisition, ont fait la même chose, dit Montaigne. Le roi de Castille les avait chassés d'Espagne, le roi de Portugal les avait accueillis, puis après il les avait mis dans des camps, déjà, en leur disant « Vous allez tous partir en Afrique », l'Afrique du Nord, uniquement par les 3 ports. Donc ils se sont concentrés, et en les concentrant, ils ont commencé à les massacrer. Et ceux qui sont partis, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui étaient ou réduits en esclavage ou morts, ceux qui étaient réduits en esclavage ont jeté leurs enfants dans des puits. Et alors c'est très intéressant au niveau de l'écriture des essais de Montaigne, parce que celui qui rapporte ces faits un siècle avant, Osarius, de qui Montaigne tient les faits bruts de l'histoire, dit « Ils les ont jetés par colère et folie ». Et Montaigne dit « par amour et commisération ». Pour qu'ils ne vivent pas l'esclavage, et exactement comme dans ce
Roman de Toni Morrison inspiré d'un fait divers, Margaret Garner, au moment de l'abolition de l'esclavage, où il y avait une lutte des abolitionnistes, et elle est devenue Margaret Garner, un symbole des abolitionnistes, parce que son avocat a demandé à ce qu'elle soit jugée responsable de son crime, parce que si elle est jugée responsable de son crime, ça devient une personne libre, parce que seules les personnes libres sont responsables. Et ce n'est plus une chose, une esclave possédée. Et donc, de pouvoir dire qu'elle a été criminelle, c'était lui restituer son humanité. Et c'était le combat autour de la responsabilité, parce que quand vous êtes une chose possédée, vous n'êtes pas responsable. L'humanité des autres est celle de tous ceux qui ont résisté à leur façon, à l'esclavage, à la conversion forcée, au colonialisme, à l'acquisition. C'est aussi celle de tous ceux qui combattent dignement pour leur liberté, acceptant la mort sans la rechercher, Montaigne disant qu'on peut être tué, mais non vaincu. Montaigne, je le disais, pensait une différence originelle, mais bien évidemment, elle n'est origine que dans le cadre préétabli d'une coutume. Aucune coutume, aucune culture, dirions-nous aujourd'hui, ne trouve sa justification ou sa raison d'être dans une autre culture qui en serait l'étalon de mesure. Chacune présente d'elle-même ses propres règles, c'est-à-dire chacune donne des usages admis et des usages prohibés. Unité du genre humain, le disais-je, et principe de différence des peuples, voilà les deux pôles autour duquel gravite l'humanité des autres, c'est-à-dire de tous, des Noirs, c'est-à-dire de tous, des musulmans, c'est-à-dire de tous, des colonisés, c'est-à-dire de tous, et précisément en rendant visibles les formes de résistance des humains partout, en présumant partout de la rationalité dans leur mode de vie, eh bien c'est bien évidemment tout simplement la reconnaissance du bon sens, la chose du monde la mieux partagée. Comme il me reste 2 minutes et que je ne voudrais pas que vous croyiez que j'ai maltraité Descartes parce que certains lui attribuent l'absolutisation du jeu, je voudrais vous dire de mémoire, j'espère qu'elle ne me trompera pas, un très beau passage où Descartes, je trouve que c'est un passage très proche de ce qu'aurait pu dire Montaigne, où Descartes est complètement dans l'attention aux autres. C'est une lettre de janvier 1646 à la princesse Élisabeth qui dit ceci. « On voit ordinairement arriver que ceux qui sont prompts et officieux à faire plaisir reçoivent aussi quantité de bons offices des autres, même de ceux qui n'ont jamais obligé, lesquels ils ne recevraient pas si on les croyait d'autres humeurs. Et les peines qu'ils ont à faire plaisir ne sont point si grandes que les commodités que leur donne l'amitié de ceux qui les connaissent. Car on n'attend de nous que les offices que nous pouvons rendre commodément, et nous n'en attendons pas davantage des autres. Mais il arrive que ce qui coûte peu profite beaucoup et peut même importer de la vie. Il est vrai qu'on perd quelquefois son temps en bienfaisant et qu'on gagne au contraire à mal faire, mais cela ne peut changer la règle de la prudence, laquelle se rapporte aux choses qui arrivent le plus souvent. Et pour moi, la maxime que j'ai le plus observée en toute la conduite de ma vie a été de suivre seulement le grand chemin et de croire que la plus grande finesse est de vouloir point du tout user de finesse. Les lois communes de la société, lesquelles tendent à se faire du bien les uns aux autres, ou du moins à ne point se faire de mal, sont si bien établies que quiconque les suit sans dissimulation ni artifice mène une vie beaucoup plus heureuse et plus assurée que ceux qui cherchent leurs intérêts par d'autres voies, lesquelles le réussissent quelquefois, mais il arrive le plus souvent qu'ils se ruinent. Merci. Bonjour, et d'abord je voulais vous remercier pour vos propos très intéressants, passionnés, passionnants. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot « juste ».
en tant qu'adjectif, mais est-ce que, en dehors de la notion du juste, vous pourriez nous donner votre idée ou comment vous définissez cette notion, le juste, s'il vous plaît? Bien, je pense qu'effectivement, l'adjectif détend les choses beaucoup plus que le substantif, la justice. Mais j'avais organisé un colloque intitulé « Le sens de la justice ». Avoir le sens de la justice, je me suis rendu compte, à la suite de John Rawls, que c'est justement pas quelque chose de communément partagé. Il y a des gens plus ou moins indignés, il y a des gens plus ou moins engagés dans des combats, il y a des gens plus ou moins empathiques des autres, il y a des gens plus cyniques. Le sens de la justice, juste, je l'entends un peu dans ce sens de la justice. Maintenant, c'est un premier palier, mais c'est un millefeuille, la justice. Le deuxième palier, peut-être sur juste, c'est de travailler de manière fragmentaire pour l'amélioration des situations et ne pas attendre le grand soir de la grande révolution juste. On sait qu'une société où il y a une inégalité homme-femme est plus injuste qu'une société qui combat cette inégalité. Une égalité où il y a l'esclavage est moins juste et injuste par rapport à une autre qui est plus juste. Donc il y a la graduation du travail pour la justice qui gagne beaucoup en la comparaison, en rendant les sociétés commensurables sur ce qu'elles font, puisque, comme je l'ai dit, elles sont en interaction. Donc, comme premier hors d'œuvre, je dirais ces deux choses sur la justice, le sens de la justice, d'être indigné, d'avoir une voix pour, comme je le disais, c'était le sens que je donnais au mot de conscience, une voix d'indignation. Et le second sens, c'est la graduation et la fragmentation des actions contextuellement menées pour améliorer une situation. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Quel plaisir de ne pas voir le temps passer et d'entendre des réflexions tout à fait intéressantes. J'aimerais revenir sur le fait d'appeler toute immigration la partie mobile de l'humanité. Comment concrètement peut-on faire lorsqu'on a un problème de place pour l'accueil, de ne pas faire justement cette distinction qui permettrait de hiérarchiser et d'aider peut-être ceux qui seraient plus dans le besoin. Je pense par exemple au cas de guerre qui pourrait primer sur l'immigration économique. Qu'est-ce que vous répondez concrètement à ça? Moi, j'ai été clandestin en France, j'ai oublié de le dire. Je suis maintenant décoré, j'ai la Légion, machin, etc. Mais j'ai été clandestin. Et je peux vous dire que quand vous n'avez aucune protection par le droit, vous vivez bizarrement. Et d'ailleurs, vous êtes tout de suite agressé. Je me souviens d'un collègue, puisque j'enseignais à un certain moment sans papier, et parce qu'on ne s'entendait pas dans la manière d'enseigner, ce qui arrive à tout le temps. Mais il avait dit cette phrase, parce que ma situation le lui permettait. C'est ton dernier jour dans cet établissement. Un collègue qui m'avait dit ça. Voilà. Parenthèse fermée sur clandestin, sur les mots, c'est important. J'étais clandestin, voilà. Maintenant, j'ai mes papiers français que je déchirerai certainement si l'extrême droite passe aux élections présidentielles la prochaine fois. Je ferai comme Soyinka. Parce qu'on pense toujours que c'est la France qui déchoit les autres, mais les autres aussi peuvent déchoir quelque chose quand ils sont déçus. Moi, j'ai épousé la culture française et quand je suis venu en France à 18 ans, je me suis rendu compte que la société française n'était pas la culture française. Je l'ai appris à mes dépens, puisque la culture m'admettait, je parlais français, mais la société ne m'admettait pas toujours. Heureusement que j'avais quelques amis, surtout d'ailleurs juifs, qui m'ont beaucoup aidé. Je peux les citer parce que les noms propres, c'est important. Francis Wolff, Monique David-Ménard, par exemple. Pour vous répondre, Michael Edwards dit « J'ai entendu ce matin à la radio, il a un accent british très très prononcé, et il dit « J'ai entendu qu'on avait trouvé des solutions d'hébergement. »
Il dit, nous, au Royaume-Uni, il compare les expressions très abstraites françaises aux expressions très concrètes de la langue anglaise. La langue anglaise est très spatiale. La langue française est, que vous le savez, par les temps des verbes, si j'avais su, j'aurais, etc. On est beaucoup dans les temps, c'est-à-dire beaucoup dans l'abstraction. Et eux, c'est une langue très, très spatialisée. Dis-moi les solutions, c'est pas des solutions d'hébergement, c'est tel endroit, telle place. Et j'en ai parlé à une amie, Sarah Kane, qui enseigne à New York University, où j'ai été professeur invité l'an dernier. Elle m'a dit oui, pour nous, si on a trouvé des solutions, c'est par exemple des solutions d'acide où on a dissous les gens. C'est ça, solution. Alors nous, on dit solution d'hébergement, mais c'est quoi? Alors vous me dites les places. La France a accueilli, quand l'Allemagne a accueilli 1 million de personnes en 2015, la France a accueilli 35 000. Et vous allez me dire pourquoi 35 000? Parce qu'il y a 35 000 communes en France, une personne par commune. Donc on manque de place à ce point de mettre une personne par commune. Et vous dites l'effort de guerre et non pas l'effort d'immigration. Je ne crois pas que l'immigration ne soit pas prise complètement dans la guerre. Et n'oubliez surtout pas que les pays pauvres accueillent beaucoup plus de déplacés que les pays riches. Beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de mouvements de déplacement entre pays pauvres. Vous allez me dire que la Turquie n'est pas un pays pauvre, le Pakistan et le Bangladesh complètement. Le Bangladesh qui a accueilli les Rohingyas jetés par rappelez-moi, les Birmans, exactement, la Birmanie. Mais la Turquie, 17e puissance mondiale, pas 5e, 6e comme la France, elle a accueilli 4 millions de Syriens. 4 millions de Syriens. Figurez-vous, 4 millions de Syriens. Pas 35 000 personnes. C'est la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Comparer. Et il y a un bon exercice, au moins de pensée, sinon de réalité, c'est que les 70 millions de Français aillent prendre 1 à 3 mois dans un pays africain ou asiatique. Je crois que c'est une expérience utile, vraiment utile. Dans tout ce que vous avez cité, j'ai peu entendu votre regard sur la position des femmes dans le monde. Et je vous dis, je ne vous en fais pas le reproche, j'aimerais avoir votre appréciation là-dessi, parce que je pense que c'est un problème majeur de civilisation et de culture. Oui, vous avez raison. Amartya Sen, puisque j'avais déjà cité Amartya Sen, quand il écrit son ouvrage Un nouveau modèle de développement, en anglais c'est Development as Freedom, le développement comme liberté, il parle des 100 millions de femmes manquantes en Inde et en Chine, parce que les moyens technologiques, biotechnologiques aujourd'hui permettent de savoir si une femme est enceinte d'une fille ou d'un garçon. Et quand elle est enceinte d'une fille, elle se fait avorter. En 2000, il manquait 100 millions de femmes parce que les femmes se font en Chine et en Inde avorter quand elles sont enceintes. Ça, c'est des faits qu'il faut précisément mettre en visibilité, vous avez raison, et les combattre. Pour ma part, puisque j'ai été beaucoup dans l'éthique médicale, j'ai beaucoup participé au comité des droits de l'homme au Maroc, j'ai été auditionné pour dire qu'il faut absolument dépénaliser l'avortement. Et qu'il fallait d'abord, première chose, avoir une enquête. Parce que vous savez, la vérité et le combat pour des causes suppose d'abord d'être informé. Nous ne savons pas combien d'avortements clandestins sont effectués au Maroc. On pense autour de 600 par an.
qui, comme en France, avant la légalisation 75, se font dans des mauvaises conditions, avec des drames existentiels, des suicides, des ratages, etc. Il faut documenter, il faut informer et il faut précisément combattre cette loi qui criminalise l'avortement. Je voudrais juste revenir sur 2 mots que vous avez employés, c'est l'hospitalité et l'indignation. L'hospitalité, lorsqu'on a reçu quelques étrangers qui se sont enfuis de leur pays, certainement parce qu'ils avaient déjà eux-mêmes des privilèges, soit matériels, soit aussi de leur courage, je le reconnais, en quoi on a fait avancer le malheur des 99,99999% de ceux qui ne sont pas venus chez nous et qui sont toujours là-bas. Et pour l'indignation, c'est pareil, c'est une fois qu'on s'est indigné, qu'est-ce que ça apporte à ceux qui sont dans le malheur? L'indignation, l'hospitalité, ce n'est pas... c'est de l'action, ce n'est pas de la passivité. Donc, si on doute du fragment d'action qu'on a pu faire, si on attend, comme je disais, le grand soir, pour changer tout, on ne changera rien. Il y a des associations, comme vous le savez, de la lutte contre la faim, de Médecins sans frontières, qui se déplacent et qui vont soulager le malheur des gens. Eh bien, vous le savez comme moi, qu'il y a diverses manières de les aider. Moi, je fais un travail d'analyste ici devant vous. Je fais l'état d'un problème. Je ne suis pas en train de créer devant vous une association d'aide. Chacun est suffisamment conscient de lui-même pour pouvoir faire cela. Le rôle de l'intellectuel n'est pas de parler à la place des autres. Michel Foucault disait cette phrase terrible et tellement juste à mon sens, il y a une indignité à parler à la place des autres. Une indignité à parler à la place des autres. Les gens parlent d'eux-mêmes. Je les ai appelés les énoncés ambulants de cette partie mobile de l'humanité qu'on n'entend pas. Et après, effectivement, chacun fait selon son propre degré d'action. J'aime bien la phrase de Nietzsche, faire de chaque oui, de chaque non, un cas de conscience. À chaque fois que vous dites oui, à chaque fois que vous dites non, en faire un cas de conscience. Mais je crois que c'est une dose de vérité trop difficile pour accepter, et on se berce beaucoup d'illusions pour aussi continuer, et à se dire, bon, ben... ils vivent bien malheureux là-bas, qu'est-ce que je peux bien faire? Il y a des choses à faire.